Bonjour à tous. Voilà une petite vidéo pour vous expliquer un problème des questions que je me pose sur Herculanum et la Villa des Papyrus. Je me suis mis à douter un peu de l'authenticité de la chose. Je voulais vous faire part de ce que j'ai pu observer, des doutes que j'ai et éventuellement avoir votre avis sur ceci, puisque moi-même, j'ai un petit peu des difficultés à avoir une idée très claire et très précise là-dessus. Alors, pour donner un petit peu du contexte, on va expliquer rapidement un peu comment j'en suis arrivé là. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai été interpellé par un article sur le site Égalité et Réconciliation de Laurent Guyeno à propos du ressentisme. Le ressentisme étant une branche de l'histoire, disons. Alors habituellement, c'est considéré comme de la pseudo-histoire, c'est-à-dire c'est comme de la pseudo-science, etc., etc. Et c'est une façon d'aborder l'histoire qui nous vient d'une part de Russes d'un certain côté et puis d'Allemands de l'autre. Et dans chacun des cas, ce sont des gens qui, en quelque sorte, considèrent que l'histoire, la chronologie officielle de l'histoire, est à leur détriment, en quelque sorte. C'est-à-dire que, d'après eux, on vivrait, enfin, on aurait élaboré une histoire, une chronologie au XVe siècle, au XVIe siècle, pour faire en quelque sorte la part belle à Rome et à l'Empire romain, et au détriment, alors soit pour les Russes, c'est au détriment de Byzance, soit pour les Allemands, c'est plutôt au détriment des Germains. Mais bon, ces gens considèrent en quelque sorte que l'histoire telle que nous la connaissons, avec sa chronologie, aurait été élaborée par des moines jésuites ou bénédictins, jésuites principalement, et dans le but de donner la part belle à l'Église catholique. Bon, personnellement, ayant beaucoup de doutes sur notre histoire récente, sur notre histoire contemporaine, sur les dernières années, sur ce qu'on vit même en ce moment, je me suis intéressé à ça, je me suis dit pourquoi pas, regardons ce qu'ils disent. Et puis, dans l'article, il y avait la question de Pompéi. Tout le monde connaît Pompéi. Pompéi, donc vous le voyez là sur cette image, on est dans Google Earth. On voit la baie de Naples. La baie de Naples, alors avec ici au centre, c'est le Vésuve. Ici, c'est Naples, la baie de Naples. Et puis, quelque part ici, on va aller voir, on a la ville de Pompéi. Hein, tout le monde connaît Pompéi, qui a été enseveli sous les cendres du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et puis, ce qui va nous intéresser ensuite, c'est une petite ville qui s'appelle Herculanum et qui se trouve ici, au pied du Vésuve, quelque part par là. Et donc, dans ces théories récentistes, il y a des gens, un Allemand en particulier, et puis d'autres qui se sont mis là-dessus, qui ont dit, mais non, c'est pas possible que Pompéi ait été détruite en 79 après Jésus-Christ, parce que manifestement, euh, Pompéi était connue encore au XVIe siècle, au XVIIe siècle, alors qu'en réalité, les ruines de Pompéi n'ont été découvertes qu'au XVIIIe siècle, en 1740 ou quelque chose comme ça, quoi. Alors pour passer rapidement sur ce thème, puisque c'est pas le but de ma vidéo n'est pas ici, on va parcourir rapidement un petit peu les arguments qu'ils proposent. Euh, leur argument principal est de dire que non, Pompéi n'a pas été détruite en 79 après Jésus-Christ, mais en 1631 dans une éruption qui est répertoriée, qui a été décrite, une éruption du Vésuve de 1631.
Alors ils amènent un certain nombre de preuves. Une des preuves, c'est une stèle de 1635 qui évoque Pompéi et Herculanum, alors que à ce moment-là, de 1635, Herculanum et Pompéi avaient disparu de la surface du globe depuis plus de 1000 ans et personne ne savait où c'était, personne ne connaissait l'existence et il n'y a aucune raison que sur une telle stèle, les noms d'Herculanum et Pompéi apparaissent. Un autre argument, c'est de dire qu'il y a des cartes du XVIe siècle qui stipulent le nom de Pompéi. Encore une fois, Pompéi n'était pas connu à cette époque. On a une affaire de canal. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est toujours le canal, les histoires de canal, des problèmes d'outillage, comme quoi on serait pas tout à fait dans les bonnes époques. Et puis des problèmes de chronologie dans les œuvres d'art. Ici, par exemple, on a les Trois Grâces euh, peintes par Raphaël en 1504. Et en face, on a les Trois Grâces découvertes à Pompéi, c'est-à-dire que à Pompéi en 1750 ou 1700 ou 1800 ou je ne sais trop quelle époque, on voit très bien la correspondance entre les deux tableaux, sauf que quand Raphaël a peint les Trois Grâces en 1504, la peinture de Pompéi n'était pas connue, donc il n'a pas pu s'en inspirer. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme argument? Une histoire d'ananas peint dans une peinture. Bon, on va pas, on va pas rentrer trop dans le détail, c'est pas le problème. Puisque, au final, quand on examine les choses, eh ben pourquoi il n'est pas possible que Pompéi date, l'explosion du Vésuve, enfin l'ensevelissement de Pompéi date de 1631. On en a plusieurs preuves que je vais vous donner assez rapidement. Euh, la première, c'est une question de l'histoire de l'art, hein, puisque quand on examine l'art à Pompéi, voilà à peu près ce qu'on trouve. On retrouve des sujets romains, de la mythologie romaine, et à aucun moment on ne trouve la moindre illustration qui ferait une allusion au christianisme, hein. Pour rappel, Fra Angelico, par exemple, qui peint au XVe siècle, il peint ce genre d'illustration, c'est-à-dire avec des saints, des auréoles sur la tête. Ce sont des scènes de bibliques, enfin qui font référence à la mythologie biblique. Il en est de même de Botticelli, par exemple, qui peint un petit peu plus tard, mais qui lui aussi, alors il peint effectivement de temps en temps, il peint des motifs de la mythologie gréco-romaine, puisqu'on est à l'époque de la Renaissance et la mythologie romaine prend de la place dans la culture de l'époque. Mais on trouve encore de nombreuses scènes comme une Vierge à l'enfant, comme euh, bon, enfin, il y a beaucoup de motifs, disons, à caractère biblique. Alors que à Pompéi, jamais, on ne trouve la moindre illustration, la moindre croix, la moindre Sainte Vierge, le moindre petit Jésus, pas de roi mage, pas de Moïse, pas d'Abraham, rien que de la mythologie romaine. Voilà, ça c'est l'argument par l'histoire de l'art. Mais il y a un autre argument aussi qu'on peut mettre en avant, c'est l'argument par l'histoire de l'architecture. Hein, on va se rapprocher un petit peu de Pompéi. Voilà. Donc voilà, là il s'agit de Pompéi vu du dessus. Sur votre droite, ici vous voyez l'amphithéâtre romain.
hein, qui a servi pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens, qui a été le lieu où a été filmé le fameux live à Pompéi des Pink Floyd dans les années 70. Donc ici, on a une vision de Pompéi vue du dessus. On va se rapprocher un petit peu, passer en 3D. Tac, voilà. On va même carrément aller sur le terrain, puisque avec Google Earth, maintenant, on a des facilités énormes de visiter des lieux un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc nous sommes dans les ruines de Pompéi. Et là, qu'est-ce qu'on trouve au niveau architecture? On trouve la construction traditionnelle des Romains, enfin des anciens, qui est le système de colonnes avec des linteaux en pierre, hein. Le principe, le but de l'architecture, le but de la construction, c'est pas de bâtir des murs, mais c'est de bâtir des espaces vides, hein. Donc, pour bâtir des espaces vides, eh ben, il y a plusieurs techniques. Et la technique des Romains, c'était à travers des colonnes et puis des linteaux en pierre énormes qui permettent de créer des portées un petit peu et puis des espaces. Mais ils construisaient de cette façon parce qu'ils ne connaissaient pas la voûte à contrefort, c'est-à-dire un procédé qui apparaît avec l'art roman. Euh, Ils connaissaient la voûte, mais en quelque sorte, ils ne savaient pas la faire tenir parce qu'une voûte, en réalité, quand elle est construite, eh ben, elle produit ici latéralement des efforts horizontaux. Et si vous mettez une voûte comme ici sur deux colonnes romaines, eh ben, ce qui va se passer, c'est que les colonnes vont s'écarter et la voûte va s'écrouler. Donc la technique qui a été inventée au Moyen Âge, c'est le système de contrefort, c'est-à-dire que les colonnes sont remplacées par des piliers, et puis sur les côtés, on a des arcs-boutants et des murs épais et lourds qui font contrepoids et qui évitent que ça s'écarte au niveau des appuis de la voûte et que l'ensemble s'écroule. Et les Romains, en tout cas à Pompéi, manifestement, ils ne connaissaient pas cette technique. Ce qui veut dire que Pompéi date avant l'époque romane. Et puis, le dernier argument qui dément la date de 1631 pour l'ensevelissement de Pompéi, c'est la numismatique. C'est-à-dire qu'on a trouvé sur place, évidemment, de très nombreuses pièces de monnaie. Et ces pièces de monnaie, c'est de la monnaie romaine, c'est pas de la monnaie Renaissance. Et voilà, la conclusion est faite. Je pense qu'il n'y a pas à tergiverser plus là-dessus. Pompéi n'a pas été détruit en 1631, mais Pompéi a bien été détruite à l'époque romaine. Donc soit en 79 après Jésus-Christ, si on se fige sur la chronologie habituelle, soit à une autre date qui reste à déterminer, mais peu importe. Pompéi est d'époque romaine. Bien. Cela étant dit, ce n'est pas mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de parler de Pompéi, mais c'est de parler d'un autre lieu qu'on va aller visiter tout de suite et qui s'appelle Herculanum. Donc nous allons à Herculanum, je vous l'ai dit, c'est au pied du Vésuve, et voilà. Donc, il s'agit d'une petite ville qui a été mise à jour en 1740, 1730 à peu près, 1730, 1740, qui a été mise à jour. Et on voit très bien ici, en quelque sorte, l'excavation. C'est-à-dire que euh, on, on voit la terre qui a été creusée et qui a permis de dégager les ruines. Donc c'est des travaux qui se sont déroulés depuis à peu près les années 1750
essentiellement au 19e siècle, c'est-à-dire après 1830, 1840, et puis la très grande partie des travaux d'excavation ont eu lieu au 20e siècle, mais ça fait 250 ans que des gens creusent la terre pour euh, faire sortir Pompéi, Herculanum. Ce qui va nous intéresser dans Herculanum en particulier, c'est pas Herculanum en elle-même, où, en quelque sorte, Herculanum, on retrouve ce qu'on retrouve à Pompéi, on retrouve le style de construction, on retrouve le style des peintures qu'on trouve à Pompéi, on retrouve la même chose à Pompéi, et on voit très bien ici sur le côté que Herculanum a été enterré par 7-8 mètres disons de gravat, quoi. C'est de la cendre, c'est pas, ce ne sont pas ce n'est pas de la lave, hein, euh, c'est de la cendre. Le principe, c'est que le Vésuve est un volcan explosif, c'est-à-dire que quand la lave remonte du sol, et ben, quand la lave remonte le magma en fusion remonte des entrailles de la Terre, à un certain moment, il tombe sur une poche d'eau qui est des nappes phréatiques, qui est de l'eau souterraine, je ne sais pas comment ça se présente, mais cette eau, avec la chaleur, monte sous pression, et puis tout à coup, ça fait comme un bouchon de champagne, ça pète. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une explosion, et là, il y a des millions et des millions de mètres cubes de roches, de terre, de gravats, de tout ce que vous voulez, qui est projeté, fracturé, projeté dans l'atmosphère à des hauteurs de plusieurs kilomètres, hein, puisqu'on a l'exemple, par exemple, en ce moment de l'explosion de la soufrière à Saint-Vincent, qui a projeté de la cendre jusqu'à 8 kilomètres de haut. Euh, la plus grande explosion connue, c'était le Krakatoa dans les années 1880. De l'autre côté de la Terre, du côté de, je sais plus, Sumatra ou quelque chose comme ça. Et il y a une explosion qui a rendu sourd des milliers de personnes dans un rayon de 100 km, qui a été entendu tellement le bruit était puissant jusqu'en Australie et qui a eu des conséquences et ben, jusqu'en Europe, jusqu'en France, soit au niveau de l'agitation des eaux marines, soit avec une modification du climat puisqu'il y a eu une baisse des températures terrestres mondiales qui a duré au moins jusqu'aux années 1890, hein, pour que se résorbe l'effet de l'explosion du Krakatoa. Et bien le Vésuve, c'est un petit peu pareil. Il y a eu une grosse explosion. Un gros nuage de cendres s'est formé. Et puis, la matière retombe sous forme de pluie ou sous forme de coulée pyroclasmique. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut appréhender ça comme une tempête de sable, par exemple, c'est-à-dire que c'est pas de la lave, c'est plutôt des matériaux pulvérulents, aériens et qui s'écoulent de la montagne comme une tempête de sable. Bien. Euh, voilà pour la présentation. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la villa des papyrus. Qu'est-ce que la villa des papyrus? La villa des papyrus, c'est une villa souterraine, enfin souterraine qui est encore souterraine, mais à l'époque évidemment c'était une villa aérienne, et qui a été découverte, pareil, en 1700 et quelques. Un, un paysan creusait un puits à proximité d'Herculanum, et puis en creusant ce puits, au fond du puits, il a découvert une statue en marbre ou quelque chose de magnifique, qu'il a remonté à la surface, et, le roi de l'époque, qui s'appelait
qui s'appelait Charles de Bourbon, et bien, a décidé d'entreprendre, d'explorer, de voir s'il n'y avait pas d'autre chose. Et ils ont commencé, il a mandaté un architecte allemand, qui est venu faire en quelque sorte, pas de la spéologie, mais plutôt des travaux de mine, puisqu'ils ont creusé des galeries, et en creusant des galeries, ils ont découvert un certain nombre d'œuvres d'art. euh, voilà. Ici, alors, on l'appelle Villa des Papyrus parce que, bon, il a été découvert beaucoup d'œuvres d'art, des marbres et des bronzes, mais il a été découvert aussi des papyrus. 1800 rouleaux de papyrus carbonisés ont été découverts dans la Villa des Papyrus, et évidemment, ils ont été remontés, analysés. On a trouvé, c'est des écrits qui sont, pour l'essentiel, des écrits en grec, et qui reprennent des idées épicuriennes, hein. C'est la philosophie épicurienne, essentiellement, qui a été retrouvée là-bas. Mais cette villa des papyrus, qu'il faut bien comprendre, on en voit une petite illustration ici. Alors c'est pas, c'est une reconstitution, hein, puisque aujourd'hui, on est en 2020, personne ne l'a encore vue cette villa, hein, puisqu'elle est toujours sous terre. Donc c'est une reconstitution qui a été imaginée. Alors on ne sait pas exactement comment ils ont fait pour arriver à reconstituer ça, mais si on écoute un petit peu les savants, ce qu'ils nous disent, c'est que cette villa qui aurait appartenu peut-être au beau-père de Jules César. En fait, le propriétaire de cette villa, ça aurait été, pour le comparer à notre époque, un richissime personnage du style à Bill Gates, quoi, c'est-à-dire un multimilliardaire, une fortune considérable. Et la preuve de cette fortune considérable, c'est qu'on a extrait de la villa des papyrus toute une série d'œuvres d'art, des bronzes, des marbres, tout un tas de choses de toute beauté euh, qui ont été extraites. Alors voilà quelques exemples, hein. Ça c'est des bronzes. Alors plus loin, hop, plus loin voilà, des magnifiques sculptures en marbre qui sont qui ont été extraites là-bas. Le roi Charles de Bourbon, à l'époque, en a tiré gloire, il en a tiré fortune. Une grande partie de ses œuvres d'art ont été dispersées dans l'ensemble de tous les musées occidentaux, et a donné une renommée considérable à Charles de Bourbon. À l'époque, l'architecte a levé un plan. On voit ici ce plan qu'il a réalisé donc en 1750, et puis on voit ici les galeries qui ont été en quelque sorte creusées, hein, et qui lui a permis de visiter en quelque sorte tout l'édifice sous terre, hein, 20 mètres sous terre, et qui lui ont permis d'extraire toutes ces œuvres d'art qui ont fait la fortune et la gloire de Monsieur Charles de Bourbon, quoi. Voilà, pour la villa des papyrus. Et je pense que la présentation, elle suffit. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire là-dessus? Non. Ce qui va nous intéresser maintenant, quand je me suis intéressé à la villa des papyrus, je suis allé sur Google Earth, j'ai regardé ce qui se passe, et je me suis intéressé à cette partie-là. Alors la villa des papyrus, elle est encore enterrée, hein. Elle est ici, on voit ici l'atrium de la villa des papyrus, et en réalité, elle est ici. Elle est tout enterrée là-dessous, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, personne l'a vu. Mais ce qui va, ce qui va m'intéresser ce qui va nous intéresser, disons, si vous suivez cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est le front de mer, Herculanum, le front de mer, parce que on s'aperçoit quand on regarde un peu mieux comment ça se passe,
Eh bien, c'est que sur la partie, alors pour situer un peu, hein, on voit ici la mer Méditerranée, et on a cette partie-là où on voit qu'on a une très grande hauteur de, de fouille. On a ici, grosso modo, une profondeur qui fait entre 20 et 25 mètres de profondeur, qui est en quelque sorte la hauteur du front de mer. Il faut bien comprendre que toute cette zone entre Herculanum ici et la mer ici était à l'époque sous l'eau. C'est-à-dire que la Méditerranée arrivait jusqu'ici et que quelque part au fond de cette tranchée, on a grosso modo la plage qui se trouvait ici, quoi. Ce qui m'a posé problème dans ma réflexion sur la chose, c'est que quand je regarde par exemple le plan d'Herculanum, une première chose, une première chose m'a choqué, c'est les circulations. Hein. On voit très bien en haut une circulation transversale ici, on voit très bien ici au milieu une circulation aussi transversale ici, et puis il y a ces trois rues qui sont verticales, donc qui vont en direction de la mer. Et le problème de ces trois rues, c'est qu'elles ne débouchent nulle part. Alors bon, peut-être que ça vous dérange pas, ça vous choque pas, mais moi j'ai travaillé longtemps dans l'architecture et j'ai conçu enfin des circulations. Et quand on fait par exemple un lotissement, on crée pas une rue qui, surtout que les rues elles sont assez étroites, et ben il faut qu'à un certain moment, soit on puisse évacuer de la rue en continuant son trajet, soit il faut qu'on puisse faire demi-tour. Et chez les Romains, ils n'avaient pas de voiture, mais ils avaient exactement le même problème. Et, et peut-être pire, parce que reculer avec un char tiré par un cheval, eh ben c'est plutôt compliqué. Hein. La marche avant, ça va bien. La marche arrière, c'est pas terrible. Et là, on a des rues qui mènent nulle part. Et on ne sait pas comment les gens y font pour circuler. Alors on va examiner ça d'un peu plus près. Euh, donc voici les trois rues en question. La première ici, une deuxième là, qui donne, on voit ici, par une petite porte, permet d'accéder à une rampe et de descendre aux étages inférieurs. Et puis la troisième rue avec le même système qui passe un petit peu sous les maisons ici. Et puis on a une rampe encore qui permet d'accéder ici. Ce qui va nous intéresser dans l'immédiat, c'est d'abord cette première rue. Et là, on se pose la question. Mais où va cette rue? Si, à cet endroit-là, on a la falaise, on a le fond de mer, et ben il y a quelque chose qui va pas. Cette rue, elle est interrompue sans raison. Hein. Il en est de même si on se penche sur la rue suivante, eh bien on voit la rue, et pouf, la rue ici, elle est coupée. Hein. Et en fait, pour accéder à l'étage inférieur, on voit qu'ici, il y a une trémie qui permet en quelque sorte d'un passage souterrain et qui permet de descendre en dessous. Mais après la trémie, on voit que la rue, elle a toujours sa même largeur, elle a toujours son même profil. Et on se demande si on vient ici avec une charrette, un truc comme ça, tiré par un cheval, et bien évidemment on peut pas prendre la trémie, hein, parce que ça passe pas, c'est pas assez large. Et puis on peut pas aller ici parce que le trottoir il est pas assez large. Et donc et pourtant on a quand même une rue qui est large à cet endroit-là. Donc on se demande à quoi ça sert, comment c'est fait. Il en est de même sur la troisième rue ici. Je reviens sur ma 2D et ce que je voudrais expliquer maintenant, c'est que si à cet endroit-là on avait un front de mer,
En réalité, on aurait des habitations là le long. On aurait peut-être quelque part un chemin pour accéder au front de mer, un passage. On n'en aurait pas deux. Parce qu'évidemment, euh, quelle idée d'avoir deux chemins, enfin deux accès pour un seul endroit. En général, on fait plutôt à l'économie et on aurait un accès. Alors, on fait à l'économie en général, oui. Mais si on se trouve dans le cadre, par exemple, d'un parc touristique, le fait d'avoir deux accès est tout à fait intéressant puisque on fait descendre les gens d'un côté, ils visitent ici, ils descendent, ils visitent en bas, et ils remontent par l'autre côté, et ils visitent ici, et ça fait un circuit, quoi. Mais dans le cas de la vie quotidienne, à l'époque quotidienne et normale, etc., cette idée de circuit et de deux accès pour aller à un autre endroit, eh ben, je vois pas pourquoi, quel intérêt auraient eu les gens à faire ces travaux qui sont des travaux quand même, qui sont quand même des travaux durs, difficiles, etc. De se créer deux accès alors qu'un seul accès suffit, quoi. Bon, donc on aurait des pâtés de maison ici, et puis on aurait une circulation à disons 20 mètres, c'est-à-dire 20-25 mètres, une épaisseur de pâté de maison qui permettrait, on descend comme ça et on tourne pour que le char tiré par le cheval, il puisse circuler, il puisse tourner, il puisse venir et s'en aller, quoi. Hein. Donc ce point-là est un peu bizarre. Un peu bizarre. On va s'intéresser aussi à un autre détail. Voilà. Ici, je suis sur la passerelle de la première rue, là, dont on a dit, ben, elle va nulle part, puisque ici on voit qu'on a la falaise, ici on voit qu'on a la falaise, et on a cette rue, et ben, qui arrive jusqu'au bout de la falaise, et on ne sait pas pourquoi. Mais on regarde aussi sur ici, on a cette disposition de voûte, hein, et qui débouche sur du vide. Ah, ça paraît très bizarre. Alors, c'est vrai qu'il existe, par exemple, à Amsterdam, on a ce type de construction, c'est-à-dire que à Amsterdam, on a les entrepôts qui donnent sur les canaux d'Amsterdam. En réalité, ils sont construits en étage et on a des portes importantes au premier et au deuxième étage qui permettaient en quelque sorte on amenait les marchandises par le canal et puis elles étaient hissées aux entrepôts à travers un système de poulies et de cordes qui permettaient de les élever dans les étages. On pourrait imaginer que c'est quelque chose comme ça, mais ça paraît quand même assez bizarre. On pourrait mieux comprendre parce que si les Romains ils savaient pas construire les voûtes à contrefort, ils utilisaient quand même la voûte, en particulier en sous-sol, dans les caves, parce que quand la voûte elle est enterrée, eh ben il n'y a pas de problème de la tenir, elle est tenue par le sol. Et on pourrait très bien imaginer ici qu'en fait, on a en quelque sorte un dispositif semi-enterré. Euh, le, euh, le, euh, voilà, tac. On peut imaginer que le chemin descendant ici, descendant un petit peu plus ici, on a un sous-sol semi-enterré. Et puis, on a ici un système construit comme des caves, avec, par exemple, des boutiques qui sont cachées là derrière, quoi. On peut imaginer ça, mais avec ce type de construction d'ouverture, eh ben, à 3 ou 4 mètres du sol, ça paraît quand même très, très, très bizarre. Un un deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, Euh, si je fais une petite coupe en profil du terrain, voilà, mon terrain il est comme ça, il y a de la pente,
Ici, ben, on a grosso modo une hauteur qui fait 15 mètres. Et puis donc là, on a la ville qui est construite ici, tac, tac, tac. Et puis ici, on a la partie basse. Hein, disons une coupe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va imaginer, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe si, quand le, pas la lave, enfin les cendres arrivent. Alors soit elles arrivent sous forme de pluie, alors c'est encore plus radical, mais on peut imaginer ici que la, la, la coulée des cendres arrive comme ça, quoi. Hein. Elle dévale la pente en quelque sorte. C'est des nuages, comme j'ai dit, tempête de sable, c'est un nuage qui déballe. Et si on regarde en fait par rapport par rapport à ce qu'on voit sur place, hein, comme j'ai dit, on voit qu'on a grosso modo, on le voit ici, on a peut-être 8 mètres, 10 mètres de cendres qui sont déposées à cet endroit, quoi. Hein. Donc la cendre, elle arrive ici. Là, ça fait 15 mètres, donc... et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, si on a telle épaisseur, ça va venir ben, peut-être comme ça, à la limite comme ça. Hein, voilà. Et en réalité, ce qu'on trouve sur place, c'est que ça s'est rempli tout droit. C'est-à-dire que si je reviens sur mon terrain, je m'aperçois eh ben, que la différence de dénivelé, on a une différence de dénivelé ici de 15 mètres ici, elle a été complètement absorbée par les cendres. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas en surface ce qu'on avait en dessous. Ce qui est complètement illogique. Voire, enfin, moi j'ai excessivement de difficultés à comprendre comment, en mettant 8 mètres de terre sur un trou qui fait 15 mètres de haut, comment on arrive à le faire disparaître. Pour moi, ça n'a pas de sens. Hein, voilà. Après, donc, ils ont continué donc à faire les excavations là sur le côté, et puis ils sont allés jusque ici, jusqu'à la villa des Papyrus ici, dont on voit un morceau. Euh, le problème, le problème, c'est que c'est des travaux qui ont été faits dans les années 80, 1980, et puis en 1995. Ils ont décidé d'arrêter les travaux. Ils ont dit, bon, ben, il faut qu'on consacre l'argent, le budget doit être consacré, il doit être consacré à la sauvegarde des choses que l'on a et à l'entretien en quelque sorte de ce qu'on a déjà. Et pour le moment, eh bien, on attend plus tard pour aller plus loin dans l'exploration de la villa des Papyrus. Mais ça, je me demande aussi comment c'est possible. C'est-à-dire que cette villa des Papyrus, donc on a dit que le gars c'était un Bill Gates de l'époque. On a dit, on a vu qu'on y avait déjà trouvé des œuvres d'art incroyables, en quantité incroyable. On est donc à l'entrée d'un des trésors archéologiques les plus potentiellement les plus riches au monde. Et les gens ils disent non, ben on va pas aller voir, ça nous intéresse pas pour le moment, attendons, on verra quand on aura les sous, etc. quoi. Alors que finalement, quand on voit le marché de l'art, le marché des antiquités, la moindre chose qu'ils vont tirer là-dessous, ils vont payer leurs travaux, hein, il y a pas de souci. Je veux dire,
le maire de Naples, les architectes en chef, les historiens, les littérateurs aussi, parce que au niveau littérature, on a retrouvé ces 1800 rouleaux de papyrus, mais on se dit, mais si on a trouvé ça, peut-être qu'il y en a encore bien davantage, peut-être qu'on va trouver toute une collection avec des œuvres de je ne sais trop qui, Épictète, la poétesse Sappho même, hein, puisqu'on est à l'époque de où il faut remettre en place les femmes dans l'histoire, on va retrouver tout ça et on ne fait rien. On laisse ça comme ça, sans rien dire, sans rien faire, sans creuser, sans chercher, sans montrer, sans exposer, alors que, c'est l'esprit humain, la convoitise humaine, fait que s'il y a un trésor, on va le chercher. Et point barre, quoi. On reste pas à dire, bon non, on s'en fout, non. Mais si on va pas le chercher, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de trésor. Et c'est peut-être parce que, en réalité, la villa des papyrus, quand elle a été découverte en 1750 et qu'elle a été explorée en 1750, ça a été une occasion de produire des faux. C'est-à-dire des fausses œuvres d'art, des faux papyrus, des faux avec lesquels on a inondé, avec lesquels on a gagné de l'argent, avec lesquels on a triché. Et ça fait maintenant depuis 250 ans qu'on est dans cette situation où, depuis 250 ans, personne, à Naples, dans la région du Vésuve, ne veut révéler le poteau rose. On va pas dire tout à coup à des musées européens, en réalité, on vous a berné, on vous a trompé, on a triché. Qui reconnaît d'avoir triché? Non. Voilà. Voilà les doutes. Hein. Maintenant, ce qui me fait douter de mes doutes, c'est de me dire non, tout ça n'a pas pu être, tout ça ne peut pas être faux, tout ça ne peut pas avoir été reconstruit après, tout ça ne peut pas être que de la tricherie. Quel moyen il a fallu pour arriver à fabriquer ces faux? Ça veut dire une organisation, ça veut dire en quelque sorte peut-être des sociétés secrètes, une mafia, des gens qui contrôlent en quelque sorte le discours, qui contrôle le paysage et qui fabrique de l'artificiel sans que personne s'en aperçoive. Ça paraît insensé. Mais voilà, comment expliquer ces rues qui mènent nulle part? Comment expliquer ce système de rampe où on monte d'un côté, on descend de l'autre, qui ne correspond à rien? Comment expliquer que les 15 mètres de falaise n'apparaissent pas d'une façon ou d'une autre à la surface du sol? Comment expliquer ces caves qui sont en hauteur? Comment expliquer que ce trésor archéologique, on ne cherche pas à le connaître depuis 25 ans. Depuis 25 ans, les travaux y sont arrêtés, et depuis 25 ans, on va pas plus loin. Comment expliquer tout ça? Mystère. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je vais voir un peu si je fais un peu des retouches. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions et si vous voulez des précisions, je me tiens à votre disposition. Merci, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.